Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Héloïse Lédier et j'ai le plaisir d'animer la conférence qui va suivre et durant laquelle nous allons parler de l'EFTI. Alors j'ai appris depuis ce que ça voulait dire. Donc Electronic Freight Transport Information, et l'objectif va être de comprendre ce que c'est déjà, comment ça marche, à quoi ça sert, à qui ça sert et pourquoi il est urgent de s'en préoccuper. Donc on va voir tout ça ensemble avec Victor Dolce-Mascolo, chargé de mission fret et logistique à l'Agence de l'innovation pour les transports, également appelée AIT, inauguré en 2021 pour relever 4 défis: la transition écologique et énergétique, la révolution digitale, la nécessité de résilience des services de transport et logistique en temps de crise et la cohésion des territoires. Bonsoir. Jacques Vello, vice-président Europe de IN Group et que beaucoup connaissent encore sous son nom historique Imprimerie Nationale, une institution présente dans le secteur du transport et de la logistique depuis une vingtaine d'années en France et en Europe. Rudy Emmelers, fondateur de 51 Biz, l'un des cabinets de conseil spécialisés en logistique qui coordonne le projet européen de EFTI for EU. C'est bon? Et Benoît Jonquet, président et cofondateur de Dashdok, l'un des éditeurs de logiciels qui a participé au projet de l'EFTI. Alors déjà, qu'est-ce que l'EFTI? Quel est le calendrier? Et là, je me tourne vers Victor. Oui. Bonjour à tous. Pour l'EFTI, vous avez une belle slide. On est parti d'un constat qu'aujourd'hui, on a 90% des documents de transport qui sont au format papier. Et la Commission a voulu donc proposer une réglementation qui modernise le secteur et qui l'encourage à aller vers la transition numérique. Et pour ça, effectivement, elle a publié un règlement, c'est le règlement européen 2020-1056, qui dit, en gros, que les États membres vont avoir l'obligation d'accepter les documents de transport à partir de 2027. Pour les contrôles notamment au format numérique EFTI. Alors l'EFTI, c'est pas que ça, c'est tous les modes de transport. Donc ça va traiter du mode routier, ferroviaire, fluvial aussi, aérien, sur la partie sûreté. On ne traite pas le maritime. C'est aussi, alors ça c'est la première chose, c'est remarquable, on va avoir un modèle de données qui sera partagé partout en Europe pour le transport. Donc on va pouvoir se comprendre partout en Europe. Et c'est aussi la possibilité qu'un camion étranger puisse être contrôlé dans n'importe quel pays européen sous un format compréhensible par tous les États membres. Je me posais la question déjà pour que tout le monde comprenne bien. Quel est le rôle de chacun d'entre vous dans ce projet-là? Et après, on verra aussi pourquoi ça arrive maintenant et pourquoi c'est pas arrivé avant. Mais déjà, peut-être Victor, oui, de définir un peu pourquoi. Je vais encore parler, désolé. Alors nous, on est responsable, en tant qu'État français, on est responsable de la mise en œuvre de ce projet européen, de cette réglementation européenne. Donc il faut qu'on fasse que en 2027, tout fonctionne. Donc on a la chance en France d'avoir un écosystème déjà très fourni, très intéressant. On a déjà des fournisseurs de plateformes qui avons été ICMR et maintenant qui vont aller vers des CI. On a la chance d'avoir Dashdok, B2B Akanea, Docloop, Shipeo. On a la chance d'être accompagné par l'imprimerie nationale. Et on a aussi des corps de contrôle qui sont motivés par cette transition numérique, y compris pour le contrôle. Donc ça va faire en sorte qu'on ait des contrôles qui seront plus rapides, plus efficaces, moins de perte de temps pour les transporteurs lors des contrôles. Ouais, dévoilez pas tout, ça fait partie des questions qui viennent après, les avantages. On va structurer un petit peu. Donc le rôle de Dashdok dans ce projet, dans cette réglementation. Donc Dashdok, nous on est un éditeur de logiciels. On édite un logiciel depuis 2018 et on a démarré en fait avec la digitalisation des lettres de voiture et les CMR donc sous format électronique. Il se trouve que l'EFTI, c'est une forme de continuité parce qu'actuellement, par exemple, certains pays européens refusent les documents électroniques. L'intérêt de l'EFTI, c'est d'avoir une réglementation européenne qui dit, en fait, qui impose aux États d'accepter ces échanges de données sous format électronique. Donc nous, demain, en tant que plateforme éditeur, on va venir se connecter aux plateformes EFTI
aux points d'accès nationaux en fait, IFTI des différents pays. Alors on va se connecter à un point d'accès national, par exemple celui qui est fabriqué par la DGITM avec IN Group. Et derrière, si demain un de nos transporteurs, admettons, qui fait du France-Pologne est contrôlé sur la route, en fait, il aura tout de suite, les contrôleurs polonais auront tout de suite accès aux informations. Voilà. Donc nous, il se trouve qu'on est également lauréat de l'appel à projet de l'ADEME, Logistique 4.0. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant parce qu'on avait initié des pilotes déjà avant même que IN Group soit sélectionné par la DGITM pour aller vers ces plateformes IFTI. Alors, il y a une groupe, du coup, le transfert, voilà, vous passez la balle tout seul, c'est bien. Merci, oui, bon, on se connaît, on travaille ensemble. Il faut voir que l'IFTI, c'est un règlement, bien sûr, donc on voit, quand on entend règlement, on se dit contrainte, mais c'est d'abord une opportunité, et la France est en train de construire son écosystème de confiance, et pour améliorer la performance, et justement être à la tête de ce mouvement et de tous les gains que l'IFTI va apporter. Donc, dans les rôles qui sont répartis à chacun, il y a justement le rôle régalien, il y a le rôle des acteurs économiques et des opérateurs métiers, comme justement les éditeurs d'HDoc. Et nous, on est là pour apporter la confiance, puisque IN Group, c'est un tiers de confiance, hein, et dans l'échange de données. Donc, quelques éléments. On participe justement à la finalisation de la définition des normes d'échange de données. Puisque, bien sûr, si ça doit être interopérable, il faut s'entendre aux 27 pays européens sur ce format, avec des passés, en se projetant dans l'avenir. Donc, on participe activement dans un consortium de 10 États, plus des travaux au niveau des 27. Et nous construisons, comme le disait Benoît, ce qui est appelé une IFTI Gate, une sorte de point d'accès national qui permettra justement aux informations de passer, de communiquer d'un pays à l'autre. Puisqu'il faut bien sûr avoir ce flux pour remonter, pour traverser de manière très fluide, bien sûr en respectant les législations et le RGPD. Donc nous sommes acteurs dans ce domaine-là. Alors Rudy, forcément, alors c'est très bien parce que ça s'enchaîne sur la partie européenne, puisque vous avez joué un rôle de coordination justement par rapport à ces différentes plateformes, portes, points d'accès, voilà, je cherche le mot, les différents points d'accès des différents pays européens. Quel est donc votre rôle plus précisément ? Merci beaucoup pour l'opportunité de participer dans cet échange d'informations. Je suis déjà depuis 2016 ou bien consultant du gouvernement luxembourgeois ou bien dans l'équipe européenne qui fait l'accompagnement du projet IFTI. Et alors, peut-être pour simplifier un peu le début de cette discussion, IFTI devient une obligation. À partir de 2027, les États membres, les autorités qui sont impliquées, qui sont compétentes, ont l'obligation d'accepter des données, des documents de transport, des données, des datasets dans le futur, dans un format électronique. Et pour ça, il y a un projet européen qui vise la construction de ce qu'on appelle le IFTI Gate. Peut-être on pourrait montrer le slide précédent encore une fois, Victor, dans l'autre sens. Voilà. Alors, il y a les 27 États. Ils sont obligés de faire une architecture qu'on appelle IFTI Gate qui va servir à collecter des informations des opérateurs économiques. Et ces opérateurs économiques, ils ne sont pas obligés au début d'utiliser le IFTI. Pour l'instant. Oui. Mais s'ils veulent, dans le futur, échanger des informations au sujet des documents de transport, comme le CMR, le ADR, ils doivent utiliser des plateformes qui sont certifiées, des plateformes comme, par exemple, DashDoc s'annonce comme un des plateformes qui vont avoir ce rôle-là et qui vont alors avoir une interface avec ce IFTI Gate. Maintenant, si on va dans le slide suivant, Victor. Alors, nous avons créé un consortium avec 9 pays. Et ces 9 pays, ce consortium, ils ont créé un consortium qui s'appelle IFTI for You. Et ces 9 pays, dont naturellement la France est un des pays, aujourd'hui je vais dire, presque le plus important. Oui, oui aujourd'hui il faut dire le plus important. Oui, oui. Alors, ce consortium
alors l'ambition de créer une architecture de référence pour ces gates et ces plateformes. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour les autorités, mais c'est aussi important pour les transporteurs qu'il y a une harmonisation du côté réglementation et une harmonisation du côté de comment échanger des données. Et alors, c'est ça le but de ce consortium IFTI for EU. Et alors, oui, avec un groupe d'experts, on a l'opportunité d'accompagner alors les 9 pays. Une harmonisation et aussi un climat de confiance parce que ces transporteurs, ces acteurs économiques vont quand même donner des informations. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce consortium et un pilotage officiel et transparent dessus. Mais déjà, je voulais savoir pourquoi on parle de dématérialisation aujourd'hui, pourquoi on n'en a pas parlé avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dématérialisées dans nos vies quotidiennes, en partie sur le transport. Donc pourquoi ça n'arrive que maintenant? Qu'est-ce qui n'était pas prêt? Alors, pour bien préciser les choses, la dématérialisation, elle ne date pas d'aujourd'hui. On dématérialise depuis 1999 en France, parce que l'ICMR, c'est l'aide de voiture internationale, est déjà acceptée en France depuis 1999. Aujourd'hui, on a voulu étendre un système qui s'appelle l'IFTI à plusieurs modes de transport, plus de modes de transport, et au niveau européen. Il faut savoir que l'ICMR n'était pas accepté auparavant par certains pays, ce qui faisait qu'un camion qui venait des Pays-Bas pour aller en France devait prendre du papier parce que la Belgique, avant, n'acceptait pas l'ICMR. C'est pour ça que l'IFTI a été donc publié comme règlement pour homogénéiser partout en Europe les mêmes règles d'acceptation de ces documents de transport. Et peut-être pour compléter aussi, aujourd'hui la digitalisation elle est déjà clairement en marche. L'obstacle, c'était déjà un obstacle aussi technologique, parce que même si depuis 1999 on peut le faire, à un moment donné, les conducteurs, il a fallu qu'ils puissent être équipés d'outils en mobilité pour pouvoir travailler en mobilité et donc partager des documents aux autorités, ne serait-ce que ça, quand ils sont sur la route et qu'ils sont contrôlés. Donc depuis qu'on a lancé Dashdoc, à l'initiative, c'était vraiment cette digitalisation de documents. Maintenant, c'est plus large. Je pense que les transporteurs sont de plus en plus digitalisés, mais il y a encore tout un... je pense que 90% des transporteurs ont encore à se digitaliser et utilisent toujours des lettres de voiture, des CMR papier. Maintenant, l'intérêt de ce règlement, c'est justement aussi, je pense, l'harmonisation dans les échanges de données en fait, au niveau européen, parce que le fait que l'Europe vienne donner un dataset, ça peut aussi aider même les plateformes, les opérateurs économiques entre eux à dialoguer sur une base qui est standard, sur un standard niveau européen. Voilà. Après, notre rôle à nous, ce sera de venir nous connecter pour que demain, on n'ait plus des situations comme actuellement la Belgique, par exemple. La Belgique, on peut faire des lettres de voiture intra-Belgique, on peut faire des lettres de voiture depuis la Belgique vers les Pays-Bas ou vers le Luxembourg sous format électronique, mais on ne peut pas encore faire du Belgique-France sous format électronique à cause d'histoires réglementaires. Donc demain, en fait, cette harmonisation va permettre pour un opérateur économique transporteur, par exemple, quel que soit le pays dans lequel il va aller en Europe, de ne pas avoir à se poser de questions dès lors que son fournisseur d'informatique lui permet et est connecté à ces plateformes IFTI. C'est un peu comme la facturation électronique. Finalement, les factures électroniques arrivent. Bah, vous allez choisir un outil qui vous permet de faire ces factures au format électronique et que ce soit transparent pour vous. Dans la même logique, l'intégration de plateformes IFTI, ça va être assez transparent pour les opérateurs économiques dès lors qu'ils utilisent des outils modernes qui sont connectés aux points d'accès nationaux. Quelles sont les résistances de la part des transporteurs? Alors, le marché transporteur, c'est une grosse majorité de PME. Vous parliez des problématiques de digitalisation. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça prend un petit peu de temps. Mais quelles sont les autres résistances que vous imaginez et qui font qu'on est aujourd'hui sur la SITL pour pouvoir débugger un petit peu les freins? Jacques, il y a plein de raisons et je crois qu'on aura justement des points de vue complémentaires par rapport aux expériences que nous avons. Mais l'harmonisation dont tu parles est importante puisque au cours des dizaines d'années passées, il y a eu différentes initiatives avec des technologies potentiellement performantes. Mais quand il n'y a pas d'harmonisation, il y a eu des exemples aussi où de l'argent a été investi
mais dans des solutions qui n'étaient pas pérennes parce qu'elles étaient uniquement dans un petit écosystème. Donc, c'est toujours une crainte d'investir ou trop tôt ou pas dans la bonne technologie. Ça, c'est un élément. Un autre élément, et c'est là où on intervient fortement et qui est très demandé par le marché, c'est j'ai besoin d'avoir confiance. Quand on est dans le digital, je veux dire, on prend un exemple tout simple, hein, quelqu'un qui vous demande de l'argent dans la rue, on ne va pas le lui donner. On est dans une plateforme digitale, on ne sait pas trop qui c'est, on a un nom apparent qui donne confiance, et il y a des comportements différents. Et parce que justement, c'est un monde virtuel. Donc, cette capacité à déjà assurer l'identification et l'authentification des acteurs dans le monde digital, aujourd'hui, c'est devenu possible. Mais c'est un frein. Et la confidentialité des données, chaque fois que vous parlez à un chargeur, chaque fois que vous parlez à un transporteur, c'est OK pour partager les données, mais je ne peux pas me permettre d'avoir un concurrent qui me les prendra. Donc, vous avez besoin d'avoir ces technologies, ces tiers de confiance, une architecture harmonisée qui garantisse cela. Parce que sans confiance, chacun y va à reculons et ne partage pas. Victor, vous vouliez ajouter Ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, la confiance en logistique est un maître mot. Parce que pour travailler en logistique, il faut se faire confiance. Et justement, dans le cadre de ce projet européen... Gardez bien le micro sur le menton. Ici, là. Alors, dans le cadre du projet européen, on travaille sur la certification qui est très importante. Et c'est un gage de confiance pour tout l'écosystème, que ce soit les transporteurs qui seront sûrs que leurs données ne seront pas volées par un concurrent, que ce soit pour les contrôleurs qui sauront que les données viennent de plateformes certifiées, donc on peut avoir confiance aux données, et voilà quoi. Donc la certification est très importante dans tout cet écosystème, et on y travaille dans le cadre du projet européen IFTI for Europe. Et pour l'instant, donc cette dématérialisation, enfin l'IFTI, ne s'applique vraiment qu'aux États membres et pas aux acteurs économiques, on est bien d'accord? Donc il va falloir... Non, ça c'est pas juste. Aujourd'hui, je vais alors ajouter un facteur de technologie à l'instant. Nous voyons encore aujourd'hui que beaucoup de grandes sociétés, mais aussi des petites sociétés, leur première occupation est l'intégration de toute information, que ce sont des informations internes ou des informations externes. Ce qui s'est passé que pendant les dernières années, il y a une maturité de deux technologies, de deux dimensions technologiques qui se sont faites. La première est, tout le monde semble maintenant avoir confiance d'utiliser ce qu'on appelle des API pour échanger des données entre le système interne et le système externe. Il faut naturellement encore les harmoniser, ça prend pièce par pièce. Deuxième chose aussi, surtout accéléré par la crise Covid-19. Alors maintenant, les technologies de confiance, qui sont par exemple naturellement le cœur de la société de Jacques, oui, aussi ces technologies, ils sont devenues beaucoup plus matures. Ça voudrait dire qu'il nous manque seulement une volonté légale, une volonté de standard, d'avoir une harmonisation de tout ça, qu'une société de transport. Il y a beaucoup de petites sociétés dont on a parlé. Alors, cette société de transport, ils ont une caractéristique qu'ils travaillent avec beaucoup d'interlocuteurs. Si on a 10 camions, alors on peut s'imaginer qu'il y a 3 lettres de voiture par jour, par exemple. Ça voudrait dire qu'il y a 30, ce qu'on appelle des expéditeurs, il y a 30 destinataires. Ils sont tous des sociétés dont on doit avoir une identification qu'on peut faire confiance. Et ça se passe étape par étape. Une dimension supplémentaire est aussi que les petites sociétés, les sociétés PME, alors ils peuvent maintenant utiliser, sans beaucoup d'investissement, des services des sociétés qui offrent des services cloud. Peut-être, Benoît, tu pourrais dire quelque chose là-dessus. Finalement, c'est quand même une évolution aussi. Je pense qu'une évolution, effectivement, pour les transporteurs, c'est que historiquement, si on regarde les transporteurs qui ont pu digitaliser leurs activités, des opérateurs comme DHL, FedEx, UPS, etc., c'est quand même des sociétés assez concentrées, assez massives. Aujourd'hui, une solution comme Dashdog, ça peut être utilisé à la fois par un indépendant qui est tout seul dans son camion, autant que par une société qui a plus de 3000 conducteurs.
Et effectivement, ça rend la technologie bien plus facile d'accès, quelle que soit la taille de l'opérateur économique. Et donc nous, si on prend notre cas, aujourd'hui, on est autour de entre 450 000 et 500 000 transports par mois qui sont faits sur Dashdog. Donc ça représente quand même un certain volume qui est fait sous document électronique. Et forcément, quand des solutions comme nous qui avons démarré, on était les premiers éditeurs de ICMR en France en fait. Et quand une société comme nous démarre, il faut aussi du temps pour améliorer les systèmes, comprendre au mieux les usages, s'en approcher, parce qu'il y a la problématique réglementaire, mais après il y a aussi la problématique terrain opérationnel. Comme le décrit Rudy, quand on arrive sur des sites de chargement ou des sites de destination qui, eux, ne sont pas habitués à une digitalisation de l'information, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des technologies qui sont acceptées par les interlocuteurs. Maintenant, le Covid a quand même beaucoup aidé sur ces questions, puisque d'une certaine manière, tout le monde a été amené à signer des documents électroniquement, par exemple, dans la période Covid. Donc à partir de là, ça nous aide aussi à accepter qu'effectivement on bascule du papier vers le numérique. Donc l'ensemble, je pense, des opérateurs économiques qui aujourd'hui proposent des plateformes de ce type comme Dashdog ont une belle croissance et des beaux jours devant eux. Donc quand la réglementation s'harmonise, que ça permet aussi les échanges de données de manière plus simple, ça va de fait accélérer cette transition du marché. Et vous avez des opérateurs économiques dont des beaux clients dans cette salle qui, quand ils mettent en place ce type d'outils, en fait, ça va redescendre sur toute la chaîne puisque leurs sous-traitants vont être amenés à utiliser aussi des outils électroniques et du coup, le marché accélère. Et que dire à ceux qui seraient inquiets de lâcher leurs données comme ça à des tiers ou qui sont inquiets de cyberattaques, puisque ça fait partie voilà, des sujets. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les rassurer ? Je me permets du coup, parce que alors, sur les données, déjà, c'est tout à fait légitime comme question. Maintenant, il y a des contrats, je veux dire, vous passez des contrats entre entreprises, comme dans tout cas d'usage. Si demain, vous avez une fuite de données comme France Travail, qui a été piraté avec 43 millions de données, de cartes de sécurité sociale, date de naissance, etc., on ne peut pas dire que le risque zéro existe dans l'informatique. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on a plusieurs prospects transporteurs qui aujourd'hui hébergent toujours leurs données en local sur des serveurs en local dans leurs entreprises. En général, c'est la cible parfaite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout suffisamment protégés. Et un logiciel en SaaS comme nous, dans nos développements, en fait, déjà, l'hébergement, on ne prend pas en charge directement l'hébergement de données, c'est-à-dire qu'on fait appel à des prestataires dont c'est le métier, qui ont des niveaux de sécurité maximum avec de la redondance de données, etc. Ce qui fait que vous pouvez redéployer les solutions rapidement. Maintenant, c'est le cloud versus l'hébergement local. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques à avoir un hébergement, mais c'est mon avis, un hébergement local pour une société notamment de transport, versus, il n'y a pas forcément la direction informatique. Voilà, versus une société en cloud qui va faire des tests de pénétration, qui va faire de la redondance de données, qui va avoir des données hébergées à plusieurs endroits, etc. Et de fait, on a deux gros opérateurs économiques français qui sont aussi des clients chez nous qui ont pu, grâce à leur connexion avec Dashdog, continuer leur activité, alors même que tous leurs services avaient été mis en arrêt. Maintenant, c'est toujours voilà, le cloud versus se dire j'ai mes données chez moi, je sais qu'elles sont là. Donc je comprends l'interrogation par ailleurs. Mais bon, si demain il y a une fuite de données chez Dashdog, notre société elle est morte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas. Enfin, voilà, tout le monde obligé utilise. De sécuriser. Et voilà, je pense que tout le monde utilise plus Google votre Cloud. métier que... Bah oui, c'est oui, quand même voilà. notre métier. Ouais. Oui, c'est ça. Jacques, vous vouliez compléter ? Oui, sur la confiance. Ouais, par confiance, voilà, c'est un de nos domaines et un de nos atouts qu'on apporte aux différents acteurs. Hein. Comme tu le dis, ça aura un impact négatif sur Dashdog, encore plus sur l'imprimerie nationale dans le rôle. Donc, en fait, comme tu le dis, il y a une approche, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas être naïf non plus, parce qu'on n'est pas qu'avec des gentils qui n'ont pas envie de gagner des parts de marché, mais en faisant une petite solution à soi, en gardant quelques serveurs et en ayant des logins mots de passe pas sécurisés, mais qu'on a l'impression de contrôler, on s'expose le plus. Parce que la massification
ça sert parce que ça permet aussi de déployer des moyens forts et d'investir dans la mise à jour des logiciels, dans la mise à jour des pratiques, de faire de la veille. Donc, et aussi dans ce sens-là, nous, ce qu'on est en train de mettre en place avec le support du ministère des Transports, c'est de déployer une identité sectorielle sécurisée pour tout le secteur du transport et de la logistique. On a commencé le 1er janvier. Il y aura au 1er juillet 100 000 identités numériques sectorielles déployées. À la fin de l'année, 200 000. Et on espère que ce sera utilisé de manière optionnelle. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Mais d'ici l'an prochain, il y aura 600 000 identités numériques, c'est-à-dire 600 000 moyens, un peu comme France Connect, si je dois prendre une image, mais une identité numérique qui se rapporte au transport et à la logistique avec le niveau de sécurité attendu. Donc, c'est faire confiance à des acteurs connus, bien sûr, auditer, poser des questions et choisir des méthodes qui sont massifiées pour justement que la responsabilité ne repose pas uniquement sur des petits acteurs. Nous, on pense beaucoup, 85% des entreprises ont moins de 10 conducteurs. Elles n'ont ni le temps, ni les moyens, ni les compétences de travailler sur ces domaines-là. Donc, autant les confier à des experts. Et quels sont les autres avantages pour les acteurs économiques à adopter l'IFTI? Eh bien, en dehors du fait que ce sera peut-être obligatoire un jour pour eux aussi? Il y a certainement une évolution déjà aujourd'hui, parce qu'il y a déjà aujourd'hui des nouvelles propositions au niveau de dématérialisation. Certains nouveaux règlements européens sont en train d'être discutés, qu'on s'attend que le IFTI deviendra étape par étape obligatoire à un certain moment. Alors, mais du côté opérateur économique, il est évident qu'il y a quelques avantages qui sont très, très évidents. Par exemple, si on utilise des documents de transport en mode électronique, alors au moment qu'un chauffeur va livrer ses marchandises à destination, il a directement une trace de cette livraison en temps réel, d'une façon que la société de transport peut immédiatement facturer son client et le transport aussi. Ça, c'est un premier avantage. Mais du moment que toute cette information est disponible en temps réel, alors à ce moment-là, chaque intervenant dans une chaîne de transport, il a accès à cette information et alors ils peuvent ainsi mieux planifier leur transport. Par exemple, éviter qu'un chauffeur doit attendre ou peut-être combiner de transport. Alors, tout cela, ensemble naturellement avec une réduction de tout ce qui est administratif. Alors, on a estimé au début du projet Benelux que des acteurs peuvent, entre eux, gagner entre 10 et 13 euros ensemble en utilisant une chaîne électronique. Gain de temps, gain d'argent. Oui, voilà. Naturellement, là, il est important maintenant. Alors ça, c'est un point de départ. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un besoin d'harmoniser tout ce qui est réglementaire. Et peut-être le rôle des gouvernements, surtout dans un contexte européen, est énorme à ce moment-ci. Et c'est pour ça que le règlement IFTI permettra d'avoir dans tous les pays les mêmes règles, comment partager les données de transport avec une autorité de contrôle. Et là, oui, ça c'est une priorité qui est en route. Victor, d'autres avantages qu'on pourrait lister pour les transporteurs? Oui, c'était pour compléter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IFTI, ce n'est pas que du contrôle. C'est un modèle de données derrière de transport. Et à partir de ce modèle de données de transport, on est capable de créer de nouveaux services à valeur ajoutée. Donc, et c'est ce que va permettre l'IFTI. Ça va permettre, par exemple, de faire du report modal, puisqu'on a tous les modes de transport, des informations par rapport à tous les modes de transport dans le modèle de données. Ça va pouvoir faire des gains économiques en termes de traitement d'informations. Avant, avec le papier, on devait faire du traitement administratif. On devait classer le papier, on devait envoyer encore des fax, parce que le fax est encore utilisé dans le domaine du transport pour envoyer des factures. Tout ça aujourd'hui, ça peut se faire de manière automatisée. Qui dit dématérialisation dit possibilité derrière d'automatisation, par exemple de facturation, de paiement, etc. C'est ça la véritable gain de l'IFTI. Et ça ne commence que maintenant.
Donc, bah voilà, j'allais. Juste pour clôturer, effectivement, dans le transport, il y a beaucoup de réglementations. Et finalement, on s'aperçoit que les sociétés de transport, par exemple, passent beaucoup de temps à gérer de l'administratif. Et ce qu'on voit quand on met en place une solution voilà, typiquement de digitalisation, c'est qu'on va réduire considérablement la charge administrative, mais aussi les échanges entre les parties prenantes. C'est-à-dire que si vous êtes transporteur et que votre conducteur il est en train de faire un transport avec un élément papier et que vous n'avez aucune visibilité en tant que client ou site de chargement ou site de livraison de qu'est-ce qui est en train de se passer, où il en est, etc., vous allez appeler sans arrêt pour avoir des informations. Donc au bureau, on est sollicité sans arrêt par le client qui demande de l'information. Et il y a un vrai manque de visibilité pour tous les acteurs. Donc quand on automatise en fait toutes ces tâches, on libère du temps aussi finalement aux acteurs de l'entreprise, comme les gens qui font l'exploitation, etc., pour qu'ils puissent consacrer plus de temps à planifier un transport qui est optimal, ce qui est quand même le cœur du métier à l'origine, plutôt que de le passer ce temps-là à gérer des coups de fil d'un client ou de l'administratif en retraitant les papiers, etc., ce qui prend énormément de temps. Et la première cause de faillite pour les sociétés de transport en France, mais partout, c'est le manque de trésorerie, enfin, ce qui semble assez logique. Mais dans le transport particulièrement, parce qu'en fait, on sort énormément d'argent pour payer un conducteur, du matériel, du carburant, etc. Donc si vous arrivez à accélérer en fait, le délai de paiement pour une société de transport à faire gagner 10 jours, 15 jours, 20 jours, vous pouvez très vite faire gagner une trésorerie importante pour une société d'une taille de 10, 20 camions qui est plus vulnérable qu'un grand groupe. Et c'est ce genre de gain sur l'administratif, ça permet de faciliter la relation client, derrière d'aller chercher des gains de productivité, mais aussi de se focaliser sur le métier en fait. Et le métier, ça reste quand même de faire des transports avec des tournées optimales, rentables. Jacques, un autre gain à évoquer? Ouais, un gain, aujourd'hui, la manière dont on le voit, et on n'est pas opérateur de transport, hein, donc on le voit plutôt en discutant, c'est souvent on peut se dire une nouvelle réglementation européenne, qu'est-ce qui va me tomber dessus, et ainsi de suite. Il y en a d'autres, mais il faut le voir, je pense, comme une opportunité, parce que, comme tu le dis, au niveau du paiement, ça évite aussi certaines disputes, parce que quelqu'un, un mauvais payeur, peut demander des questions, poser des questions, il faut soumettre des documents, on perd du temps, donc ça rallonge les délais de paiement. Autre chose, c'est que cette fluidité, cette transparence de l'information, celui qui ne sera pas en mesure de la proposer, il aura certainement un déficit d'image et de compétitivité. Il aura des coûts administratifs qui sont plus élevés, donc déficit de compétitivité aussi. Et un autre élément qui, non pas qui ne se cache pas, mais qui apparaît de plus en plus, c'est la capacité à calculer son impact carbone. La décarbonation, c'est un sujet qui est plus que d'actualité. Et bien sûr, avoir des camions électriques, c'est une première chose, mais ça ne réglera pas. Il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir calculer. Et sans le digital, il faut pouvoir faire du report modal. Vous ne faites pas de report modal si vous ne pouvez pas échanger les informations. Donc, cette digitalisation, c'est une opportunité, et c'est une opportunité pour la France d'être en avant. Pour l'instant, on a pris de l'avance, et il faut qu'on la garde pour que nos acteurs restent à la tête avec tout un écosystème. On améliore ce qu'on mesure et la digitalisation permet de capter cette donnée qui permet de s'améliorer. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que la salle a des questions? Oui. Apparemment, il y a un habitué de la question. Alors, je sais. Est-ce qu'on a un micro? Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez effectivement abordé un certain nombre de sujets, et notamment la certification des plateformes IFTI, qui était un des sujets dont on a parlé dès le départ dans les discussions avec la Commission. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, si effectivement la dématérialisation dans le transport ne s'est pas faite, c'est plus par le fait que les solutions qui existent depuis des années n'étaient pas interopérables entre elles. Et donc aujourd'hui, on est en train de discuter sur des systèmes qui vont permettre d'identifier de manière sûre et sécurisée les différents acteurs et les entités. Pareil, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? On en avait discuté déjà, mais est-ce que maintenant c'est pris en compte dans le règlement IFTI, ou c'est quelque chose qui est effectivement à prendre en compte dans les futurs textes? Donc un calendrier et l'harmonisation entre les différents outils, si j'ai bien compris. Victor?
Par rapport à la certification, effectivement, c'est un thème très important. Hein, ça, je vais pas vous le décrire et l'approfondir. On travaille aujourd'hui en France avec le laboratoire national d'essai, donc qui travaille dans des groupes de travail spécialisés dans la certification. Donc ça, c'est déjà un gage de qualité. On attend qu'un document soit publié en septembre. Et effectivement, c'est aussi une problématique pour les fournisseurs de plateformes IFTI, parce qu'elles ont des interrogations sur les coûts qui peuvent ne pas être négligeables. Mais c'est quelque chose de très important, et c'est ça qui donnera la confiance à tous les acteurs et à tout l'écosystème. On en est complètement conscient. Rudy ? Une partie de la réponse européenne est la suivante, c'est qu'il y a le règlement IFTI, mais ce règlement, il est complété à ce moment-ci par ce qu'on appelle des Implementing Act et deux Delegated Act. Et alors, il y a déjà une première Implementing Act, une première Delegated Act qui est prêt, mais à ce moment, il y a exactement cette discussion. Quelles sont les règles précises pour que des sociétés qui veulent offrir des services IFTI peuvent se faire certifier? Il est évident. Sans cette Delegated Act, dans ce cas-là, on n'aurait pas on ne peut même pas partir. Mais de toute façon, ça se fait. Nous avons d'ailleurs une première expérience aussi avec le projet Benelux, où aussi DashDoc était non pas certifié, mais autorisé à y participer. L'autre chose qui est aussi en train de se finaliser, c'est la définition exacte comment ces plateformes peuvent échanger des données entre eux, dans quel format, avec heureusement une grande volonté de harmoniser les données aussi, non pas seulement pour un but IFTI, mais aussi pour un but qu'on peut utiliser les mêmes données si on veut faire des déclarations douanières, si on veut faire des déclarations de TVA, d'une façon que ces données-là sont aussi harmonisées. Ça veut dire que c'est une activité légale, je veux dire réglementaire, qui se fait au niveau européen, naturellement, avec une participation des États membres. Ça veut dire que les éditeurs comme DashDoc, pour être certifiés, il y a un cahier des charges dans lequel se trouve en partie l'interopérabilité avec les autres systèmes d'information, c'est ça? Victor dit oui, et vous confirmez? Oui, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le règlement, il est en train d'être écrit. Donc, il n'est pas sorti, ce règlement. Donc, justement, c'est ça tout le travail qui est en train d'être fait. Donc maintenant, là où l'obstacle, enfin là où ça va faire gagner du temps pour tout le monde, c'est que d'avoir un modèle de données qui est partageable, etc. On va avoir une interopérabilité avec les points d'accès nationaux et les points d'accès nationaux entre eux. Et donc peut-être que ça va nous aider plus sur les opérateurs économiques derrière à avoir des formats pour pouvoir être compatibles, etc. Moi, je pense que ça va accélérer cette interopérabilité entre les plateformes, ce qui est le but. Maintenant, là où je ne rejoins pas tout à fait, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le frein à la digitalisation, c'est pas vrai. Parce que nous, dans nos cas, c'est très rare. En fait, il y a tellement une infime partie du marché qui est équipée actuellement que, en fait, nos clients qui s'y mettent, ils ne rencontrent pas d'autres solutions sur le marché, ce qui va se produire à un moment donné. Mais nous, ce n'est pas le frein. Le frein aujourd'hui qui est rencontré, c'est plutôt vraiment les opérateurs sur les sites logistiques au chargement, à la livraison, qui eux ne sont pas habitués à cette digitalisation et qui n'acceptent pas forcément cette digitalisation au départ. Maintenant, il va falloir qu'elle arrive et nous, ça nous aiderait beaucoup. Hein, donc je pense que ça va aider le règlement IFTI. Il y a une pédagogie à développer. Rudy, vous vouliez compléter? Oui. Deux petites choses. D'abord, il ne faut pas attendre pour entamer un investissement de dématérialisation. On l'entend bien. Il y a beaucoup de cas que les ICMR, que ça marche. Et deuxième chose est aussi qu'au niveau d'échange de données entre les opérateurs, oui, il y a une étape à faire. Mais la stratégie, dès le début, au niveau, à partir de la commission et aussi l'équipe DTLF, que ce sont des groupes de consultants, et la stratégie suivante. La commission pense, si
leur volonté, si on peut harmoniser les données qu'on échange avec une autorité, alors automatiquement on échangerait les mêmes données ou le même type de données entre les sociétés. Et alors ça c'est un peu le défi pour lequel on se trouve. Ça prendrait quelques années, mais étape par étape. Mais on entend quand même qu'il y a des succès à ce moment-ci déjà qui motivent de commencer maintenant. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir quel type de documents sont concernés par la réglementation. Est-ce qu'on parle que de la CMR ou est-ce qu'il y a d'autres documents type bon de livraison ou autres qui seront dedans? Et deuxième question un peu liée, c'est est-ce que sinon les sociétés comme Dashdog permettraient de dématérialiser d'autres documents qui ne sont pas concernés justement par la législation? Ok, je prends la première partie de la réponse. Au niveau du règlement euro IFTI, il y a 6 règlements européens qui sont dans le scope IFTI et une série de législations, règlements ou législations nationales qui utilisent les mêmes données. Alors, il faut dire que ce sont les données de transport qui sont dans cette première phase. Il est évident que ça inclut les lettres de transport, les CMR, mais ça inclut aussi les documents qui sont nécessaires pour le transport dangereux, pour le transport des déchets, dans tous les modes de transport par pays, oui. Et alors, déchets. Et le quatrième, c'est le document de sécurité qu'on appelle Cargo Security Declaration, qui est un document qui garantit que des marchandises qui arrivent en aéroport, en pratique, ont été inspectées à la source. Alors voilà, il y a un nombre des documents européens qui sont dans le contexte comme l'ADR, comme le SIM, comme aussi pour la navigation fluviale, le CMNI, le ADN, le RD, qui font partie du premier jeu ici. Mais essentiellement, ce sont les documents de transport qui sont dans le scope. Pour l'autre partie de la question, ou en complément? Je laisserai les spécialistes dire, mais je pense qu'il faut voir, comme on le dit, la partie réglementation comme une première étape. Si je suis transporteur, il y a ce qui est concerné par la réglementation, et puis ce que j'ai dématérialisé, à partir du moment où c'est légal et où c'est reconnu, autant l'utiliser pour un maximum de choses. Comme ça, on ne risque pas de l'avoir oublié chez soi. Il peut être poussé à distance. Et quand je le garde, bon, par exemple, dans un wallet, il y a une application mobile qui permet de le présenter, eh bien, je peux avoir un maximum d'informations qui seront digitalisées. Donc, on aura les informations sur la marchandise transportée, on aura les informations sur le conducteur et les informations sur le camion. Donc, tout ça, il y a la partie initiative pour le lancement au niveau européen, et derrière, c'est tout le secteur qui doit, sachant dans quel est l'environnement juridique, légal et technique, qui peut en profiter pour justement créer de nouveaux services, comme tu le disais, et aller au fond de la digitalisation et donc avoir un avantage économique. Et justement, est-ce que chez Dashdog, il y a des services complémentaires qui sont liés à cette digitalisation que vous proposez? Il y a 2 exemples. Par exemple, si on prend les bordereaux de suivi de déchets, en France, il y a une initiative, il y a une start-up d'État qui s'appelle Track Déchets. Donc c'est maintenant obligatoire pour les sociétés qui font des transports dans le déchet en France de digitaliser leurs documents. Typiquement, on est aujourd'hui, nous, Dashdog, intégrés avec cette plateforme, sauf qu'on a dû s'intégrer directement avec cet outil-là pour éviter au conducteur d'avoir à faire de multiples saisies. C'est-à-dire que pour lui, c'est la même chose. Et l'intérêt demain avec l'IFTI, c'est qu'on ne se connectera pas à la plateforme Track Déchets française, ou ce qu'on a dû faire aussi en Flandre, où on s'est connecté à l'équivalent pour la digitalisation des déchets en Flandre, en Belgique, vous imaginez. Donc pour l'Europe, l'intérêt c'est que si on a une harmonisation, derrière on sera connecté. Voilà. Après on peut digitaliser tout type de documents. Parce que finalement le bon de livraison par exemple c'est juste un détail un peu plus précis du type de marchandise qui va être transporté. Donc tout ça, ça pourra être, j'espère, intégré dans les fichiers partagés à travers l'IFTI.
Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a un décompte et on arrive sur les dernières secondes de cette dernière conférence du dernier jour de la SITL. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci beaucoup. Merci à vous.